Merci de votre présence ce soir pour cette session du point infectiologie en partenariat avec l'ASPID, donc Société de pathologie infectieuse de langue française et la revue Infectious Disease Now. Donc ce soir, heureux d'accueillir parmi nous le Dr Olivier Robineau et le professeur Charles Cazenave. Donc, je vais vous laisser la main, docteur Robineau, pour nous parler de tuer le Covid lent que c'est temps. Je vous laisse la main, j'arrête mon partage et entre-temps, je rappelle aussi aux participants que vous pouvez utiliser le Q&R box pour poser vos questions auxquelles on va répondre à la fin de la session. Merci. Ok, bien, bonjour à tous. Donc, la première partie, c'est sur le titre de la présentation était Covid long, où en est-on? Attendez, je vais me mettre surtout en grand écran. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bon, hein? Je pense que vous devez inverser vos écrans. Est-ce qu'on voit votre mode présentateur? On voit le mode présentateur, pas de problème. Alors, voilà. C'est ça, c'est parfait. Très bien. Alors, Covid long, où en est-on? Alors, on a utilisé le terme de Covid long, mais vous allez voir que c'est un terme que j'utilise assez peu et pour lequel je préfère la persistance de symptômes après une infection par la Covid-19. Et donc, sur cette première page un peu introductive, on voit donc, c'est une photo tirée du BMJ, d'un BMJ qui date de cet été, où est apparu la première fois dans la littérature scientifique, un des premiers papiers où est sortie cette terminologie qui est Covid long. En fait, ça vient vraiment initialement d'un phénomène médiatique sur Internet avec des groupes de patients qui se sont créés et ils ont commencé à utiliser cette terminologie pour se qualifier et pour se définir. Ce qui fait qu'en fait, ce terme Covid long est une définition qui est très empreinte du début de cette histoire, qui est en fait les patients qui n'ont pas été hospitalisés initialement, donc qui avaient des formes supposées peu graves et qui ont eu des symptômes qui ne cédaient pas après quelques semaines, alors qu'on disait que cette maladie était essentiellement bénigne si on n'avait pas été hospitalisé dans les 3 premières semaines. Et donc, il y a eu des associations qui se sont créées, notamment en France, qui ont gardé cette terminologie, mais au final, ce terme n'est probablement pas adéquat pour voir un peu toute la dimension des conséquences de la Covid-19. Donc, une définition, alors toute la problématique, c'est Covid long, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut pouvoir trouver une définition à un mot. Et donc, quand on parle de Covid long, souvent les gens ont voulu dire que c'était une infection chronique, ce qui est probablement pas le cas. Et donc, c'est probablement la persistance de symptômes pour une durée jugée anormalement longue. Et donc, toute la définition est quelle est cette période? Alors, on peut être très arbitraire. En médecine, il y a souvent la règle des chiffres de 3, de 5 et de 7. Et globalement, souvent, on dit après 3 semaines, c'est long, après 3 mois, c'est chronique. On le voit notamment dans les diarrhées, etc. Et donc, mais ça n'a pas forcément un sens clinique. Après, il y a un intérêt épidémiologique, c'est qu'on peut se dire qu'à partir d'un moment où il y a une proportion faible de gens qui gardent des symptômes, et on est dans une autre situation clinique, et donc qu'on pourrait éventuellement dénommer d'une autre manière. Et puis, il y a une définition probablement beaucoup plus pratique qui, à mon sens, est la plus pragmatique au sens où elle ne permet pas de présager de ce que c'est, mais par contre, c'est une nécessité, on va dire, de prise en charge des patients. C'est qu'à partir de quand est-ce que ces patients ont besoin de prise en charge spécifique, non pas de la cause, mais en tout cas une prise en charge particulière pour que leurs symptômes disparaissent au plus vite. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui a plutôt été au final choisi, même si on n'a pas choisi de définition au sein de l'HAS, et c'est plutôt ça qui a été décidé de prendre comme, non pas comme définition, mais comme point de départ pour les conséquences du Covid. Quelle population aussi? Donc, il y a une opposition un peu théorique entre les patients qui ont été hospitalisés initialement et les patients ambulatoires. Et donc, les patients hospitalisés, c'est un peu plus, on va dire,
admissible, entre guillemets, de dire que les gens vont avoir des symptômes qui vont durer qui vont durer longtemps parce qu'ils ont eu de l'oxygène, ils ont fait des pneumonies sévères, certains sont allés en réanimation, etc. Et il y a des patients, alors que les patients ambulatoires n'ont pas fait d'atteinte pulmonaire grave, et donc on peut imaginer que ce sont des patients un peu différents. En fait, on se rend compte que ce soit chez les hospitalisés ou les ambulatoires, eh bien, ils présentent à distance un peu les mêmes symptômes, peut-être avec une intensité différente, mais en tout cas, c'est les mêmes groupes de symptômes. Et donc, ça pose dans tous les cas la problématique de l'origine de ces symptômes. Est-ce que c'est une maladie active, une convalescence ou des séquelles, au sens où il y a une lésion d'organes définitive ou quasi définitive. Donc voilà. Donc la proposition de parler de symptômes persistants après une infection par la Covid-19, c'est quelque chose qui paraît plus consensuel, même si ça ne plaît pas trop aux associations, au sens où eux ont préféré leur terme Covid long. Mais c'est un peu oublier les patients hospitalisés, parce que ce n'est pas eux qui se sont plaints en premier sur Internet. Et c'est un peu aussi ne pas considérer un certain nombre de patients, par exemple, monosymptomatiques, sachant que les gens qui se considèrent comme Covid long ont souvent plusieurs symptômes associés. Alors, l'épidémiologie, en fait, elle est peu fiable. C'est-à-dire que là, je vous ai pris les deux premiers papiers. Donc, le premier papier italien était essentiellement sur les patients hospitalisés. On voyait qu'à 2 mois d'hospitalisation, c'est un des premiers articles dans la littérature pour les conséquences de la Covid, 12,6% n'avaient aucun symptôme. Donc, les patients hospitalisés, 2 mois après, 88% d'entre eux, 87% avaient encore des symptômes. L'article le plus récent chinois qui a fait beaucoup parler de lui le mois dernier, c'est qu'à 6 mois, c'était l'article réalisé sur le premier hôpital qui a pris en charge les patients à Wuhan, 76% des patients restaient symptomatiques à 6 mois. Et ensuite, les études que je cite ensuite sont plus pour des patients ambulatoires. Et là, il y a une énorme variabilité selon la méthodologie utilisée. Aux USA, c'est le premier papier qui était fait par le CDC qui a été réalisé à partir des patients d'une enquête téléphonique. On voyait que 35% des patients qui avaient été suivis de manière ambulatoire n'avaient pas retrouvé leur état antérieur à 15 jours. Donc une étude très précoce qui remettait un peu en cause. Déjà, à l'époque, c'était en mai ou en juin, en juillet, le fait que beaucoup de patients, n'étaient pas, ne récupéraient pas dans les 10 premiers jours, comme on l'avait dit initialement. Il y a une étude sur laquelle je vais revenir qui est en cours de publication sur un logiciel de suivi qui s'appelle l'IFEN en France, où à 5 mois de la première vague, parmi les 1841 patients qui ont répondu à ce questionnaire, 44% avaient encore des symptômes. Mais avec le biais qui est que les gens qui ont été suivis à l'aide de ce logiciel, on va y venir, étaient des gens qui avaient consulté initialement, donc probablement les plus symptomatiques. En Grande-Bretagne, donc, le NIH dit que 10% des personnes ayant fait le Covid ont des symptômes au-delà de 3 mois, et on ne sait pas trop d'où sort cette valeur. En fait, il se base sur une base de données où les gens répondent spontanément sur la base du volontariat à des questions, notamment sur la Covid. Et en fait, la population source n'est pas vraiment fiable. La seule étude à l'heure actuelle publiée qui est vraiment fiable et qui prend en charge les hospitalisés et les non hospitalisés, c'est une étude qui est sortie dans le CID sur les îles Faroé, qui sont donc dans le nord de l'Europe, où à 3 mois, donc l'avantage c'est que c'est une île, et ils ont suivi tous les patients qui ont fait le Covid, qu'ils soient hospitalisés ou non, et à 3 mois, 53% des patients avaient encore au moins un symptôme, au-delà de 3 mois, pardon, donc à 4 mois de l'infection. Et donc c'est les chiffres les plus représentatifs. Après, c'est une population particulière, les îles Faroé, même si c'est une population européenne, elle nous ressemble beaucoup. Voilà. Donc ça montre déjà, et dans ce groupe-là, il y a une minorité de patients hospitalisés, évidemment, puisque ça regroupe l'ensemble des personnes ayant fait la Covid sur ces îles. Alors, une fois donc pour l'instant, on ne sait pas exactement combien de temps ces symptômes vont durer et quelle est la proportion de personnes qui ont des symptômes qui persistent, mais on estime probablement entre 10 et 20% avec d'autres données, des résultats un peu indirects dont je ne parlerai pas aujourd'hui, car trop préliminaires. Après, la question, c'est quels sont les profils cliniques. Et donc, les profils cliniques, il y a un vrai problème méthodologique qui va être un peu de dire, est-ce que les symptômes
que les patients présentent sont vraiment liés à la Covid, ou est-ce que c'est des symptômes qui sont associés par d'autres événements intercurrents, ou parce que les patients les avaient probablement antérieurement à minima, et au moment du Covid, ils en parlent plus et l'associent. Et donc, du coup, les premières séries de cas qui ont été publiées se basent vraiment sur des séries de patients Covid+, et notamment, je vais parler d'une étude française qui est donc monocentrique, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas eu sur ce type de population d'autres publications du même type. Et donc, c'est l'Hôtel Dieu, c'est Dominique Salmon qui a suivi très tôt ces patients-là, qui a mis en évidence sur 113 patients, donc ce n'est pas beaucoup, hein, 78% qui ont été suivis environ 3 mois après leur infection, montraient que les patients qui consultaient dans un centre ayant une consultation dédiée aux conséquences du Covid montraient qu'essentiellement, c'était des femmes d'âge médian, autour de 45 ans, avec la seule variable un petit peu étonnante, c'était qu'il y avait un antécédent de terrain allergique. Le reste n'était pas vraiment différent de la population générale, mais même ça porte à discussion. Et donc, dans ce travail, elle a, avec son équipe, comparé en fait les symptômes présents initialement des symptômes persistants ensuite au moment de la consultation. Et donc, vous avez à gauche les symptômes présents à la phase aiguë, et à droite, les symptômes persistants à environ 3 mois de l'infection initiale. Et donc, vous voyez que les symptômes que l'on voit vraiment associés à l'atteinte virale, hein, l'invasion virale, la fièvre, les myalgies, etc., sont des symptômes que l'on a de manière très prépondérante à la phase aiguë, évidemment, mais qui disparaissent quasi complètement, en grande partie à la phase, pas chronique, mais à distance, pour laisser la place à des symptômes type fatigue, comme on voit, qui est vraiment le symptôme principal, des troubles sensoriels un peu indéfinis, des oppressions thoraciques, des céphalées, l'anosmie et la dyspnée. Donc, ce sont ces 5 symptômes, ces 5 types de symptômes qu'on retrouve, et dans d'autres séries plus petites, on a ces mêmes symptômes qui sont confirmés. En tout cas, ce sont les premières plaintes des patients. Alors, du coup, il y a un biais évidemment, hein, c'est les patients qui consultent sur des plages de consultation Covid, donc qui ont été adressés par leur médecin, donc c'est probablement les plus symptomatiques, évidemment. Dans la même veine, pour avoir une population un peu plus représentative, il y a un travail suisse pour un suivi ambulatoire, un protocole qui s'appelait Covicare, qui était en fait, alors malheureusement, qui s'est arrêté à J30, entre J30 et J45 du suivi des patients, mais c'était un suivi à partir des résultats PCR. Donc ça, c'est vraiment probablement une des meilleures méthodologies pour avoir une représentativité des patients qui ont fait la Covid-19, quelle que soit en fait l'intensité. C'est-à-dire que c'est uniquement des gens qui ont fait un diagnostic, qui ont fait une PCR pour avoir le diagnostic. Donc probablement la population qui a priori peut être grave, peu grave, et voire asymptomatique pour certains dans le cadre d'un contact tracing. Et donc au final, c'est une étude avec 510 individus qui ont été interrogés, et un suivi de 41 jours en moyenne. Et 32% des personnes à donc 1 mois et demi, 2 mois, ont encore des symptômes. La majorité des personnes symptomatiques sont des femmes. Et donc à droite, vous voyez en fait l'évolution des symptômes selon les types de symptômes. Vous voyez leur évolution au cours du temps. Attendez, je suis en train d'essayer, excusez-moi. Voilà, la révolution au cours du temps. Et donc, vous avez la perte du goût et de l'odorat. Donc, on voit que ça baisse très bien à droite. Vous avez la toux, on voit que ça baisse également, mais qu'il y a toujours un reliquat à 30-45 jours qui est autour de 12-15%. Et donc, c'est probablement cette valeur-là qui est la plus intéressante, c'est que les symptômes en dehors de la fatigue, hein, qui est autour de 40%, on va dire que les autres symptômes aussi entre 10 et 20% des individus, avec certains disparaissant complètement ou quasi complètement, comme la fièvre ou les troubles digestifs. Une autre étude qui n'est pas encore publiée dans une revue avec comité de lecture, mais qui est intéressante parce qu'elle pose vraiment des questions sur la causalité et sur l'importance des symptômes, quels sont les symptômes qui sont vraiment liés à la Covid-19. Et donc, c'est une cohorte internationale, mais qui est majoritairement américaine, de 3760 patients qui ont été contactés par Internet
et à qui il a été posé un nombre de questions absolument ahurissants sur leurs symptômes. Je crois qu'il y a plus de 90 symptômes. Alors, ce qui est probablement aussi peut-être quelque chose sur le plan méthodologique discutable, au sens où si on fait cliquer 90 fois, il y a probablement pas mal d'erreurs. Mais voilà, après, il faut faire des regroupements, ce qui n'est pas fait dans ce papier. Et donc, 56,7% des patients étaient des patients non hospitalisés dans cette cohorte. Et malheureusement, dans ce travail, ils ne les séparent pas. Et uniquement 16% des gens avaient une PCR positive, enfin, pour lequel déclaré, ce qui ne veut pas dire que les autres étaient négatifs, mais qu'ils ne l'avaient ou pas fait ou non renseigné. Voilà. Le pic du nombre de symptômes est à 2 semaines des symptômes initiaux. Donc déjà, ça c'est intéressant, c'est de se dire que, et ça on l'a vu dans la phase aiguë, c'est que les symptômes, on le sait tous, hein, à 2 semaines, il y a les symptômes respiratoires qui peuvent se majorer avec la phase inflammatoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez donc la probabilité d'avoir des symptômes après un temps T, donc ça c'est en semaines, donc ils sont allés jusqu'à 35 semaines de l'infection. On voit qu'en fait, elle baisse assez rapidement, mais elle baisse assez rapidement jusqu'à la semaine environ 15, pour ensuite s'étaler, baisser beaucoup plus lentement. Et donc on a l'impression qu'il y a peut-être deux groupes de patients, une convalescence, on va dire, normale, une convalescence un peu moins normale. Alors, si on regarde les symptômes, alors ça ne sert à rien de tout regarder en détail, mais c'est intéressant de montrer. Là, il montre en fait par groupe, par cadre syndromique, plutôt par groupe de symptômes organisés par organe, quelle est en fait l'évolution de ces symptômes au cours du temps. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des symptômes, on dit que la plupart des symptômes sont apparus, le nombre de symptômes maximal est autour de 2 semaines, et vous voyez qu'en fait, il y a des symptômes qui apparaissent, qui sont déclarés, plutôt pas qui apparaissent, mais qui sont déclarés au-delà de 4 semaines, voire à 8 semaines. Vous voyez notamment dans les symptômes systémiques, vous voyez en rose les malaises post-exercice, par exemple. Vous voyez également de ce type, vous avez des troubles, des anomalies du cycle, etc., qui sont observés plutôt au-delà de 2 mois. Vous voyez, dans les troubles neurologiques, vous voyez qu'il y a une augmentation d'à peu près tous les symptômes au-delà de 4 semaines. Et les troubles neuropsychiatriques également ont tendance à monter jusqu'à 8 semaines. Donc ça pose clairement une problématique. Donc sur les neuropsychiatriques, vous avez également en bas à gauche, là, le point J. Vous avez évidemment les troubles du langage, les troubles de la mémoire, ce qu'ils appellent le brain fog, donc le brouillard cérébral. Vous voyez que tout ça a tendance à augmenter pour être une plainte importante autour de 8 semaines. Donc, ça pose des questions en fait sur, un, le mécanisme physiopathologique, et deux, le lien de causalité entre les symptômes et l'infection initiale. Alors, je passerai rapidement sur les données l'IFEM qui sont en cours d'être publiées. Je me permets d'en présenter deux, trois résultats. Où, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un logiciel de suivi qui a permis de suivre à 5 mois 1800 personnes. Et donc, parmi ces 1800 personnes, 1400 qui n'étaient pas hospitalisées, 1431 ont répondu, et parmi elles, 717 avaient un test PCR positif et 714 PCR négatif. On leur a posé une deuxième salve de questions sur leur état clinique en septembre-octobre 2020 pour avoir les résultats. Voilà. Et donc, ce qu'on a vu sur les caractéristiques, et ça c'est assez important à regarder, à quoi ressemblent ces patients, les seules choses entre les personnes qui ont des symptômes persistants et qui n'en ont pas, qui diffèrent, c'est le sexe, donc c'est majoritairement des femmes qui se plaignent de symptômes persistants, et l'âge qui est plutôt un âge médian. Les âges, on va dire, extrêmes, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus âgés, se plaignent moins de symptômes persistants que les personnes d'âge médian. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les comorbidités ne ressortent pas, en tout cas dans cette étude, comme étant associées à la persistance de symptômes. L'autre chose intéressante, c'est quand on s'intéresse aux personnes qui ont des symptômes persistants, qui représentent un peu plus de 30% des individus, eh bien, au final, certains ont une PCR+, d'autres ont une PCR neg, et c'est intéressant de voir que ceux qui ont une PCR négative ont plus de symptômes, se plaignent de plus de symptômes que ceux qui ont une PCR négative. Et là, j'ai coupé tous les symptômes qu'on avait recherchés dans cette étude pour vous laisser que les symptômes cardinaux du Covid et les symptômes pour lesquels il y avait une atteinte significativement différente entre les deux groupes. Et on se rend compte que les troubles cognitifs, les céphalées, les douleurs articulaires sont plus fréquentes chez les gens qui ont une PCR négative que ceux qui ont une PCR positive. Alors toute la question est quel est le groupe
Que représente ce groupe de PCR négatifs? Ceux qui n'ont pas fait le Covid, ceux qui n'ont pas pu faire le PCR parce qu'on n'en avait pas à l'époque, mais qui ont quand même fait une Covid-19, et ceux qui ont fait le Covid, mais pour lesquels le diagnostic était négatif. Donc, voilà. Et ce qui est important également, c'est l'impact dans la vie de tous les jours. Elle est discrètement, elle est à peu près la même entre les deux groupes. Et donc, il faut voir qu'environ 60% de la totalité des personnes interrogées considèrent que les symptômes ont toujours un impact important sur leur vie de tous les jours. Alors du coup, là, je vous ai fait un tableau sur l'IFEN pour vous montrer, et c'est un peu ce qui se confirme dans d'autres études, c'est les associations de symptômes qui pourraient, entre guillemets, définir à quoi ressemble un patient qui a des symptômes à long terme. Et donc, sur la gauche du graphique, vous avez la fréquence de chaque symptôme, et à droite, vous avez leurs associations. Et donc, vous voyez que le symptôme cardinal dont les gens se plaignent, c'est la fatigue. La deuxième, c'est les troubles des fonctions supérieures. La troisième sont les douleurs articulaires. La quatrième sont les céphalées. La cinquième, les diarrhées. Et la dyspnée vient qu'en sixième, suivie de la perte de goût. Et après, on a les associations. Et on voit que dans cette série, c'est assez rare d'avoir des symptômes uniques en dehors de la fatigue. Et en dehors de la fatigue, la plupart des gens ont des associations de symptômes. Et donc, vous avez la fatigue qui est le premier symptôme et le premier symptôme isolé. Et vous avez la perte du goût et de l'odorat qui est la troisième plainte présentée avec une perte de... avec des symptômes isolés. Ce qui veut probablement dire qu'il y a différents types de patients. Il y a des patients qui ont des atteintes, des plaintes multiples, et des patients qui ont des plaintes uniques. Et donc, probablement que les mécanismes physiopathologiques ne sont pas exactement les mêmes. Alors du coup, vous voyez qu'il y a une série absolument ahurissante de symptômes, et tout le monde se plaint de céphalée, tout le monde se plaint de tout un tas de choses. Et la question est, quels sont les symptômes ou les associations de symptômes qui sont réellement associés à la persistance, aux symptômes persistants? Et donc ça, il n'y a pas encore de données vraiment solides publiées, mais il y a des travaux portés dans des consultations, dans des séries en population générale, des cohortes en population générale. Et donc les cohortes en population générale, elles permettent de comparer les Covid plus des Covid neg. Il y a des cohortes en France. Je peux vous donner en résultat préliminaire que, en fait, on a l'impression que les plaintes dont se plaignent les patients Covid de long sont très fréquentes en population générale, mais le sont encore plus chez les gens qui ont fait la Covid. Que ça reste, ce qu'on voit sur les études précédentes, c'est que c'est plutôt persistant, c'est plutôt plus important chez les femmes, Covid plus. Et en fait, contrairement à ce qu'on a vu sur les autres études, c'est que c'est plus souvent monosymptomatique que polysymptomatique. Mais tout ça nécessite d'être confirmé. Donc, je terminerai sur la prise en charge de ces patients. Eh bien, il y a une réponse rapide qui est sortie par l'AHAS, qui est sortie il y a 15 jours, pour en fait comment prendre ces patients en charge. Et donc, cette réponse rapide, elle est différente d'une conférence de consensus parce elle montre l'état des lieux des connaissances cliniques et épidémiologiques, mais ne cherche pas à présenter des données evidence-based, des nouvelles données, étant donné que, un, il n'y a pas de données, et deux, on n'a pas le temps, comme une conférence de consensus, d'analyser éventuellement des résultats très précis sur des prises en charge. Donc, c'est une réponse pragmatique portant sur des grands principes déjà acquis. Et donc, ces grands principes de prise en charge, c'est la place centrale des soins premiers. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la plupart de ces patients ne s'aggraveront pas plus que ce qu'ils étaient initialement. Et donc, la plupart peuvent être pris en charge en soins courants et en soins ambulatoires. Les examens minimaux nécessaires doivent être réalisés pour éliminer des diagnostics différentiels, des complications connues de la Covid, des décompensations de comorbidité. Il y a une évaluation clinique qui se doit d'être holistique pour prendre toutes les composantes physiques, somatiques et psychologiques pour expliquer les symptômes. Il y a une prise en charge symptomatique à faire et qui est assez cadrée sur tout ce qui est douleur, tout ce qui est symptômes vagos, etc., troubles dysautonomiques. Et il y a également un parcours de soins et de rééducation à élaborer avec le patient. Il y a également un soutien psychologique qui est à favoriser d'emblée et l'organisation territoriale du parcours de soins qui est à élaborer pour qu'elle reste essentiellement en soins premiers. Donc voilà, ça c'est les principaux messages de cette réponse HAS qui est essentiellement tournée sur le soutien, la rééducation et le traitement symptomatique.
Donc voilà, donc la prévalence des symptômes à 6 mois, les données ne sont pas fiables, il y a trop peu d'effectifs, c'est probablement autour de 10%, les COVID persistants au-delà de cette période. La spécificité des symptômes, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'il y a des associations de symptômes qui sont plus spécifiques de cette maladie que d'autres? Les physiopathologies sont probablement différentes selon les groupes de patients qui présentent des symptômes persistants. Et donc, les deux grosses questions, c'est l'impact de la persistance de ces symptômes dans la vie de tous les jours et comment les prendre en charge en créant en fait des protocoles thérapeutiques de suivi et de prise en charge. Voilà, je vous remercie. J'étais peut-être un tout petit peu plus long que prévu et je m'en excuse. C'est parfait. Merci, Dr Robineau. On passe maintenant du coup, à la deuxième partie de notre session ce soir. Est-ce que vous pouvez juste arrêter le partage, s'il vous plaît? Oui. Merci. Donc, pour la deuxième partie, on passe donc à la présentation de professeur Charles Cazenave, qui va nous parler aujourd'hui de l'IST quoi de neuf en 2021. Donc, je vous laisse la main, professeur Cazenave, pour partager votre écran et commencer votre présentation. Alors, vous me laissez la main? Oui, allez-y. Ok, super. Tout est OK? C'est parfait, merci. Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir, même si c'est en virtuel. Et je tenais bien évidemment à remercier la SPILF pour l'organisation de ce webinaire, ou webinaire, je ne sais plus comment on dit, avec deux sujets, je pense, d'actualité. Le premier par le docteur Robineau et le second sur les infections sexuellement transmissibles. Alors, une première diapo, si ça veut passer, avec la traditionnelle image du bassin d'Arcachon cet été pour nous remonter un peu le moral, un peu de beau temps, un peu de ciel bleu, où l'on peut voir mes trois principales affiliations, qui sont donc le CHU de Bordeaux, l'Université de Bordeaux et le Centre national de référence des IST bactériennes, qui se situe en partie à Bordeaux, dirigé par Cécile Bébéard, pour la partie chlamydia et mycoplasmes urogénitaux, et puis mon compte Twitter qui m'a servi à faire notamment la promotion de cette soirée. Alors, hop, une petite breaking news pour un peu d'humour, pour dire que le Covid, dont on vient de parler, n'est pas encore sexuellement transmis. Vous savez que beaucoup d'infections sont potentiellement sexuellement transmises, mais le Covid, pourrait l'être en effet par certaines pratiques. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le confinement et les autres mesures sanitaires sont à l'origine, d'une part, d'une baisse drastique des dépistages dans le VIH. Vous avez peut-être vu les données publiées sur le plan national et sûrement dans chacune de vos régions sur la baisse des dépistages. Et parallèlement, de façon un peu contre-intuitive, d'une augmentation des IST, et particulièrement dans certains groupes sexuels qu'on appelle les sexual networks, qui sont dits fragiles ou vulnérables. Et parmi eux, j'en ai encore vu plusieurs cette semaine, ce qu'on appelle les chemsexeurs, c'est-à-dire les usagers de drogue lors des relations sexuelles. Alors, quelques petits mots pour se mettre en bouche sur le sujet, pour dire que on est tout à fait dans l'actualité, puisque les IST sont en pleine expansion avec 1 million diagnostiqués par jour dans le monde. On va retrouver des infections anciennes, mais également des infections émergentes, avec des problèmes de résistance pouvant réduire les options thérapeutiques. Et on va essayer de voir où on en est du traitement des IST qui font de la résistance, en essayant de respecter ce timing d'une quinzaine de minutes. Alors, comme je le disais, recrudescence de toutes les IST classiques comme le chlamydia, le gonocoque, mais également la syphilis qui avait disparu à la fin des années 90 et qui est revenue en force au début des années 2000, sans oublier les IST virales avec le papilloma, on y reviendra, qui est l'IST la plus fréquente, les hépatites virales et également Mycoplasma genitalium, bactérie qui nous est chère à Bordeaux et notamment avec Cécile Bébéard, qui constitue le 4e agent bactérien d'IST. Alors, un petit mot d'introduction sur l'épidémiologie. Donc, recrudescence de toutes les IST depuis le début des années 2000. Si on regarde les principales familles, on voit que les IST virales sortent du lot avec essentiellement le papillomavirus, puis l'herpès virus,
puis les IST bactériennes avec en chef de file chlamydia, gono, syphilis et mycoplasma genitalium, que j'aime à appeler les 4 fantastiques ou bien les 4 frères Dalton, puisque c'est les 4 principales IST bactériennes, sans oublier les IST parasitaires avec Trichomonas vaginalis, qui va représenter une cause d'urétrite et de cervicite particulièrement prégnante en Afrique subsaharienne, dans les populations caribéennes ou bien afro-américaines. Alors, à tout seigneur, tout honneur, commençons rapidement par le chlamydia. Comme vous le voyez sur cette image de microscopie électronique, c'est un intracellulaire strict ou obligatoire qui est le premier agent d'IST bactérienne, dont les antibiotiques de choix sont les cyclines et les macrolides, et on verra qu'en 2021, la nouveauté, c'est la prévalence des cyclines pour le traitement. Et la bonne nouvelle, c'est que les résistances acquises pour cette bactérie sont exceptionnelles. En termes de dépistage, je vois qu'Alexandra Maille est connectée, donc on remercie Santé publique France pour les données qui sont publiées tous les ans au moment de la Journée mondiale du sida, peu avant le 1er. Vous voyez donc en termes de dépistage qu'il y a une augmentation des dépistages et particulièrement ce qui est rassurant chez les jeunes femmes de moins de 25 ans qui représentent la principale cible de cette infection. On rappelle donc que chlamydia est le premier agent d'IST bactérienne avec en 2019 environ 130 000 diagnostics, ce qui fait un taux de positivité de 5%. Et on va retrouver comme principale catégorie où l'incidence va être la plus élevée les jeunes femmes de 15 à 24 ans, puis les jeunes garçons de 15 à 29 ans. En termes d'augmentation, on voit qu'il y a une augmentation des diagnostics sur les 2 dernières années, particulièrement là aussi chez les 2 catégories que l'on vient de citer. Et ce qui est assez inédit dans les IST pour le signaler, c'est que ce sont les jeunes femmes de 15 à 24 ans qui vont représenter la majorité des diagnostics. Et finalement, c'est l'IST pour laquelle il y a plus de diagnostics chez les filles que chez les garçons. D'où, alors c'est 2018, mais peut-être voilà, c'est encore un scoop en 2021, une reco HAS qui recommande un dépistage systématique et opportuniste de toutes les femmes en activité sexuelle de 18 à 25 ans. Et je vous rappelle que ce dépistage doit être réalisé par auto-écouvillonnage vaginal. Si l'on passe maintenant au gonocoque, donc, qui est un cocci à gram négatif en diplocoque, comme vous pouvez le voir ici en microscopie électronique, ici au gramme avec des formes intracellulaires. C'est une bactérie très fragile et les diagnostics ont vraiment évolué grâce à l'amendement de ce qu'on appelle les techniques avec amplification des acides nucléiques ou PCR. Il y a plusieurs antibiotiques, mais l'antibiotique de choix, c'est la ceftriaxone et c'est un élément important de cette présentation. Et pour cette bactérie, hélas, les résistances acquises sont apparues progressivement dans le temps, comme on peut le voir sur cette image très connue d'un ponte du gono, où l'on voit que les premiers antibiotiques utilisés dans les années 30 à 40 étant sulfamide et pénicilline ont été à l'origine très rapidement de mécanismes de résistance pour aboutir en 2010 à des gonocoques résistants au C3G, à l'azithro, à la doxy et au quinolone, ce que l'on appelle des superbugs ou bien des gonocoques ultra résistants ou XDR. Dieu merci, on verra, ils sont quand même très rares en France. En termes de diagnostic, on voit qu'il y a une augmentation des diagnostics et comme vous le voyez ici en rouge, particulièrement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, donc HSH, qui représente donc la majorité des diagnostics, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du gono chez les hommes et les femmes hétérosexuels, avec une augmentation des diagnostics là aussi de 21% sur 2 ans, et particulièrement chez les HSH. Donc, les hommes représentent presque 90% des diagnostics, donc 80% seront des HSH. Avec un âge médian, on voit qu'il est un peu plus important pour le chlamydia, puisqu'on passe là à 28 ans. Rapidement sur la résistance, plus d'1 souche sur 2, selon le dernier rapport du CNR des IST, sont résistantes au quinolone, 7% à l'azithromycine et une souche en 2019 était résistante à la ceftriaxone. Il s'agissait d'une souche importée du Cambodge et c'est un peu l'inquiétude actuellement de l'importation de souches résistantes au C3G. Alors là, je pense que ma collègue Mathilde Puget est connectée, donc je lui fais un petit clin d'œil, sans mauvais jeu de mots, avec des présentations un peu oubliées
d'infection à gono, comme ici cette kératoconjonctivite avec ulcération cornéenne chez un jeune homosexuel qui s'est présenté aux urgences ophtalmo, où les ophtalmos étaient un peu perplexes, mais lorsque l'on fait le gramme sur un échouillon de cornée, on reconnaît une image magnifique de diplocoque gram négatif intracellulaire avec ce petit noyau refoulé en forme de cœur tout mignon, mais l'évolution était moins mignonne puisque la greffe de cornée, vous voyez ici, a été un échec. Quelques jours plus tard se présente un autre garçon avec un tableau à peu près similaire, mais là, on a pensé d'emblée au gonocoque et l'évolution a été beaucoup plus favorable. Il s'avère que ces deux garçons avaient eu des relations et donc sur un plan génotypique, il s'agissait de la même souche de gonocoque, comme l'ont démontré les différents collègues cités ici, et notamment Cécile Bébéard et Béatrice Berceau du CNR. Alors, on est dans le genre Neisseria gonorrhée, mais très proche, on va retrouver Neisseria meningitidis, donc le méningocoque. Et le scoop, puisqu'il fallait trouver des scoops hors du Covid de 2020, on le savait déjà, mais c'est que le méningocoque est un agent émergent d'ISET, à l'origine d'urétrite, quel que soit le sérogroupe, mais aussi de rectite et de cervicite, particulièrement chez les gens qui pratiquent les rapports bucco-génitaux ou bucco-anaux, également d'infections invasives chez les homosexuels, mais également d'épidémies d'urétrite chez des hommes hétérosexuels américains, avec pour conséquence, et je le dirai une fois, mais c'est valable pour tout le topo, attention à la vaccination, que ce soit pour les hépatites, mais également pensez à vacciner contre le méningo-C, notamment en rattrapage chez les jeunes de moins de 25 ans. La syphilis, c'est un spirochète, donc une bactérie spiralée, comme on peut voir ici, Treponema pallidum, non cultivable. Et l'antibiotique de choix, là aussi, à chaque fois j'aime bien dire l'antibiotique, c'est la benzatine benzylpénicilline. Même s'il existe des alternatives, l'azithromycine est complètement has-been, puisque pratiquement toutes les souches de tréponème en France y sont résistantes, d'après Nicolas Dupin. En termes d'épidémiologie, c'est la petite bonne nouvelle du dernier rapport de Santé publique France. On voit qu'il y a une large prédominance des diagnostics chez les HSH, mais qui en 2019 ont diminué de 7%, que ce soit chez les HSH ou bien chez les hommes hétérosexuels, sachant que les homosexuels vont représenter quand même 80% des diagnostics. Et fait intéressant, chlamydia, gono, syphilis, on voit que plus on avance dans ces IST, plus l'âge médian avance, et là on est à 35 ans. Donc n'hésitez pas à évoquer ce diagnostic, même chez des personnes qui ont un âge un peu plus avancé que d'habitude. Mycoplasma genitalium, donc le fameux petit frère d'Alton, le moins connu peut-être, qui est donc la bactérie sur laquelle nous avons travaillé beaucoup à Bordeaux, qui est une bactérie sans paroi, donc résistante naturellement aux antibiotiques agissant sur la paroi, qui est un agent reconnu d'IST, qui est la deuxième cause d'urétrite non gonococcique après chlamydia, et dont le diagnostic se fait uniquement par biologie moléculaire, puisqu'il est une bactérie difficile à faire cultiver en routine. Le fait très important, c'est que comme beaucoup de mycoplasmes, il y a beaucoup de portages asymptomatiques et qu'il ne faut plus rechercher ce mycoplasme chez les asymptomatiques. Ça, c'est une décision qui a été prise conjointement par le CNR et la Société française de dermato. Et donc, finalement, on ne va dépister que les symptomatiques. En termes de résistance, pour le coup, c'est la bactérie D4 qui présente le plus de résistance, avec une résistance aux macrolides qui peut aller de 30% jusqu'à 100% chez les homosexuels australiens, pour arriver à des cas de multirésistance, c'est-à-dire une résistance aux macrolides et aux quinolones, à l'origine parfois d'impasses thérapeutiques, ce que l'on appelle des mycoplasma genitalium, donc XDR. Donc même dans les IST, la résistance est au premier plan. Alors après, pour finir, j'ai voulu faire des petites conduites à tenir pratiques, puisqu'on m'a dit qu'il fallait faire une présentation assez large et pratique. Devant un écoulement, qui soit urétral ou rectal, bien évidemment, l'interrogatoire garde sa place, et notamment la période d'incubation qui permet souvent de différencier le gono du chlamydia. On rappelle que tous ces écoulements sont des urgences, car les infections à gonocoque peuvent disséminer, et je ne parlerai pas ce soir des arthrites à gonocoque que l'on voit de plus en plus.
Là, par exemple, cet écoulement, je vois qu'un de nos collègues biologistes, Sébastien Desgranges, est connecté, il doit en voir tous les jours. Quand on voit ça, on se dit, tiens, on est plutôt sur du gono. L'écoulement, donc 2 étiologies vont prédominer, gono, chlamydia, voire les deux. Et la dernière urétrite que j'ai vue la semaine dernière, c'était une co-infection. Donc cliniquement, ce n'est pas toujours évident de les différencier. Et là, il va falloir prélever, c'est le mot-clé, avant de traiter. Le biologiste a sa place, ou bien l'infectiologue s'il est dans un hôpital, ou bien un autre spécialiste. Et donc, si on est sympa, on va prélever l'écoulement. Là, c'est assez simple à prélever. Pour faire un gramme, pour faire une culture, c'est toujours bien d'avoir un antibiogramme pour le gono, et pour faire des PCR. Et s'il n'y a pas d'écoulement, dans ces cas-là, on arrête les prélèvements urétraux et on privilégie le premier jet d'urine ou bien l'auto-écouvillonnage rectal. On rappelle, et c'est encore primordial, qu'il faut faire un bilan complet d'IST avec notamment une sérologie syphilis, une sérologie VIH. Et là encore, demain, hélas, sur un diagnostic de syphilis, le médecin généraliste a fait une sérologie VIH qui est revenue positive. Donc demain, on va avoir un jeune homme de 20 ans qui a eu un diagnostic de VIH sur une sérologie syphilis positive. Donc n'oubliez pas ces sérologies. Devant une ulcération, quelle conduite à tenir? Là aussi, si c'est une ulcération génitale ou rectale, il n'y a pas trop de doute, c'est souvent une IST. Si on est sur une ulcération orale, faire appel au dermato, car il y a des diagnostics dermatologiques d'ulcération orale. Et puis, si on est face à ce type de lésion, je ne sais pas si on la voit bien, donc cette lésion tout à fait typique là, de chancre syphilitique, indolore, unique, à fond propre, il n'y a pas 36 diagnostics. Donc, en gros, c'est douloureux, multiple, on évoque l'herpès, c'est unique, indolore, on évoque la syphilis. Le diagnostic sera pas très difficile avec la sérologie pour la syphilis et le diagnostic clinique le plus souvent pour l'herpès. Le dépistage systématique des IST, c'est très important et là aussi, je voulais rappeler des messages très importants et très simples. Le dépistage, ce n'est pas forcément des prises de sang, mais ce sont des recherches d'IST sur les sites anatomiques. Et les sites anatomiques, pardon, je mets un peu de lumière, je vais finir dans le noir, et les sites anatomiques vont être assez systématiques et surtout dépendre des pratiques sexuelles et nous pas oublier de faire des dépistages au niveau anal, pharyngé et finalement on fait beaucoup de dépistages sur premier jet d'urine et c'est souvent celui qui est le moins intéressant en termes de rentabilité. Ne pas oublier les sérologies et éventuellement les transaminases qui peuvent être positives avant que la sérologie hépatite C se positive. Le rythme, là, ça dépendra aussi des patients et des pratiques, tous les 3 mois pour les plus à risque, tous les 6 mois pour les autres, voire annuel en fonction un petit peu du profil du patient. Et un tableau récapitulatif des traitements actualisés des principales IST avant de terminer. Gonocoque, chlamydia, mycoplasme, trichomonas et herpès. Le gonocoque, le traitement, c'est une intramusculaire de ceftriaxone à 500 mg, éventuellement 1 gramme, et notamment dans la localisation pharyngée. En cas d'allergie, on peut proposer la gentamicine qui remplace la spectinomycine. Attention là aussi aux localisations pharyngées. Et in fine, si on n'a pas le choix, la ciprofloxacine à condition d'avoir un antibiogramme. Le chlamydia en 2021, pas 2029, on retient que la doxycycline est en train de prendre le pas sur l'azithromycine. Azithromycine qu'on utilisera de moins en moins afin de limiter la résistance aux macrolides du mycoplasme. Et le traitement du mycoplasme en 2021 est tellement compliqué que j'ai juste mis avis spécialisé et on pourra en rediscuter éventuellement pendant les questions. La syphilis, là, pareil, une seule réaction, c'est monosynaptique, traitement parentéral en l'absence de contre-indication et donc une injection intramusculaire d'extensiline pour les formes précoces, bien évidemment. Pour terminer, face à un écoulement anal ou rectal, on voit la personne, on la prélève et dans la foulée, on va faire ce qu'on appelle un traitement syndromique, puisque cliniquement, ce n'est pas toujours évident de différencier les deux. Et donc, on va opter pour une bithérapie qui, vous l'avez bien compris, comprendra d'une part un traitement contre le gono par une IM de 500 mg de ceftriaxone et un traitement contre le chlamydia que l'on débutera et que l'on pourra éventuellement arrêter si les PCR reviennent négatives
par doxycycline. Et les dernières recos américaines reconnaissent également la ceftriaxone à 500 mg. Ils étaient avant à 250 mg en bithérapie avec l'azithro. Et donc, on fait de la monothérapie pour le gono à 500 mg. Juste un mot avant de finir pour rappeler également la nouveauté, c'est que maintenant le papillomavirus est étendu à tous les sexes à partir de l'âge de 11 ans. C'est dans le calendrier vaccinal 2020 et même applicable au 1er janvier 2021. Donc on est pile poil dans le titre de ce topo. Donc on peut vacciner les garçons à partir de 11 ans, les jeunes filles également. Et dans ces cas-là, 2 injections suffiront. En conclusion, pour éviter la résistance, utilisez les antibiotiques à bon escient et avec parcimonie. Toujours documenter une IST, bien évidemment, exception peut être faite de l'herpès. Recherchez au maximum la résistance pour 2 agents qui vont être le gono et génitalium. Adaptez les antibiothérapies éventuellement à vos résultats si vous les avez. Et enfin, pourquoi c'est important de faire des prélèvements et pourquoi c'est important d'essayer de faire des antibiogrammes sur le gono? C'est pour mieux connaître l'épidémiologie de la résistance et pour ajuster tous ces traitements probabilistes et syndromiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Casana. On peut donc passer au temps d'échange avec les questions-réponses. Oui. On a reçu quelques questions sur les... on va peut-être commencer par la partie Covid, du coup, comme on a commencé par ça. On a reçu cette question-là. Sur les plaintes cognitives, existe-t-il des données qui les confirment par des évaluations cliniques? C'est peut-être pour vous, docteur Robineau. Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, oui, c'est tout le problème, c'est que oui, il y a des études, parce qu'en fait, en 2020, il y a eu des études dans tous les sens sur tout et n'importe quoi. Le problème, c'est est-ce qu'elles sont bien faites ou est-ce qu'elles apportent des informations? Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits avec des neuropsychologues, donc qui font donc des questionnaires réellement formalisés sur la recherche de troubles cognitifs, mais ça a été fait uniquement de manière correcte chez des patients qui étaient hospitalisés et donc qui étaient en centre de rééducation ensuite, donc probablement les plus sévères, et ils montraient qu'il y avait effectivement des pertes cognitives importantes, notamment sur les troubles de mémoire, les troubles de l'attention et le passage d'une tâche à l'autre. Et donc, les difficultés à passer d'une tâche à l'autre de manière aisée. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas de groupe comparatif. Il y a juste un constat qui est que les patients qui étaient graves, ils continuent à être graves dans différentes dimensions. Mais est-ce qu'il y a une spécificité de cette infection? Oui ou non? Et est-ce que ces symptômes sont expliqués par autre chose que en fait, l'hospitalisation? En plus, c'est des études chez des gens hospitalisés, donc plus de 65 ans en général. Il n'y a pas vraiment de données. Ce qu'on voit en clinique, c'est qu'il y a effectivement plutôt une impression clinique, une sensation de ce qu'ils appellent, c'est les Anglais qui avaient parlé du brouillard cérébral. S'ils connaissent en brouillard, eh bien, en fait, quand on fait des tests de type MoCA, eh bien, ils sont en général normaux ou subnormaux. Et les patients, pour l'instant, qu'on a envoyés, qui n'avaient pas été hospitalisés, initialement, en général, on ne retrouve pas d'anomalie sur un bilan cognitif poussé. Mais il y a une authentique plainte. Les gens ne se sentent pas à 100% de leur capacité. Est-ce que, c'est Jean-Paul Stahl, là. Est-ce que tu ne crois pas, je sais, on en a parlé, donc la question ne sera pas une surprise, mais est-ce que tu ne crois pas que la Covid est l'occasion de s'intéresser, enfin, je dirais, aux séquelles des infections? Ah bah oui, mais c'est alors je plaide pour ma paroisse avec les encéphalites, bien entendu, mais est-ce que on n'est pas le bon prétexte, et c'est une très bonne chose. Oui. Ah non, mais bien sûr. Moi, je pense que c'est un intérêt majeur sur tout ce qui est ce qu'on appelle symptômes post-viraux. On se rend compte qu'on s'est intéressé aux conséquences des infections virales à partir du chikungunya et Ebola également. Il y a des SARS, le SARS-CoV-1. Il y a encore des papiers qui sortent sur les conséquences à moyen et long terme, psychologiques, cognitives, inflammatoires, etc. Et en fait, la différence avec les autres infections comme la grippe, etc., c'est qu'on a créé des cohortes. Il y a des cohortes qui ont été créées parce que c'était de l'émergence
Et donc, on a pu suivre ces infections. Par contre, on n'en a pas sur le CMV, sur le BV, etc. S'intéresser aux mécanismes physiopathologiques qui sont peut-être communs pour certains de ces germes. Donc, évidemment, c'est le fait qu'on ait beaucoup de patients d'un coup va peut-être permettre d'avancer sur ces questions-là. Oui, ça, c'est certain. Pour moi, c'est l'intérêt majeur, on est bien d'accord. Ouais. Et à partir de la Covid, effectivement, d'étendre. Ouais. Alors, il y a sans doute des incidences et des gravités qui ne sont pas les mêmes, mais le principe général, moi j'ai toujours en tête pour les protocoles encéphalites, un jour en téléphonant à un de nos collègues dans une ville de France pour lui dire qu'il avait à voir un patient numéro un tel pour son évaluation, je ne sais plus si c'était 6 mois ou 1 an plus tard après l'encéphalite. Et donc, il me dit, mais non, il n'y a pas besoin de le reconvoquer, il va très bien, il est guéri. Puis on bavarde 5 minutes, et puis dans la discussion, il me dit que le patient en question, il a juste des troubles de mémoire. Oui. Donc, je veux dire, c'est assez symptomatique de la façon dont nos collègues, et nous les premiers, on n'est pas formés à l'investigation, au dépistage et à la prise en charge de séquelles de cet ordre. Non, mais au-delà de l'infection par le VIH et des hépatites qu'on suit de manière chronique, souvent les patients, la maladie infectieuse des médecins de salle, c'est on règle le problème aigu, on voit s'ils vont bien 1 mois après, et s'ils sont encore fatigués, c'est normal, c'est la convalescence, et après on les voit plus, en dehors des infections ostéo-articulaires ou surmatérielles. Donc oui, en effet, il y a tout un champ qui n'est pas étudié. Ça, il y a tout un champ qui est à faire, qui est à mettre en place. Ouais. Il y avait une autre question que j'avais vue, parce qu'il y a 2 chats, c'est ça qui est un peu bizarre. Oui, il y a le QR. Dans les questions, c'est ça, dans les QR. Oui, la deuxième question du coup qu'on a reçue dans le QR, c'est n'y a-t-il pas un recueil national des données des patients Covid avec un suivi des patients post-hospitalisation pour analyser la persistance des symptômes à l'échelle nationale? Les hospitalisés, oui, il y a French Covid, il y a quand même beaucoup de patients inclus, je crois 3000 ou 4000. Et donc les premières données vont être publiées sous peu. Donc oui, ça existe et le protocole va être prolongé, je ne sais plus si c'est 18 mois ou 2 ans, pour maintenir un suivi sur le long terme. La grosse problématique, c'est les patients de ville. Les patients de ville, en fait, c'est très difficile d'organiser un cohorting, étant donné que, par définition, c'est très difficile de les attraper et de les mettre dans une cohorte parce que médecine de ville, et aussi parce que beaucoup de gens ne consultent pas initialement. Donc, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas vus initialement, puis qui se plaignent au bout de 2-3 mois. Et donc, ils arrivent en consultation parce qu'ils ont fait un Covid diagnostiqué uniquement par la biologie et sans avoir vu leur médecin traitant. Du coup, on n'a pas de recueil de qualité initiale et on n'a pas non plus de prélèvement biologique de la phase aiguë des patients ambulatoires. Donc ça, c'est un énorme challenge et des choses qui sont en train d'être élaborées avec la médecine de ville et probablement avec les laboratoires de ville de biologie pour réussir à faire ce genre de choses, notamment en fait la grosse problématique des témoins, de pouvoir comparer des gens qui ont évolué favorablement en ville, peut-être même des asymptomatiques repérés par contact tracing, à ceux qui ont des symptômes qui persistent à 3-6 mois. Là, le challenge est énorme. Bien. Merci pour votre réponse. On a aussi une autre question, mais qui concerne maintenant par contre les IST. C'est est-ce que les résistances aux antibiotiques des IST sont différentes entre les hommes et les femmes et quelles sont les différences thérapeutiques entre hommes et femmes? Ok, mais c'est une bonne question. On n'a pas forcément le détail précis des différences de résistance entre hommes et femmes. On peut subodorer peut-être, si on va un peu plus loin, si on dit hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes versus les autres. En effet, beaucoup plus de résistance, et on l'a dit, aux macrolides, qui sont des antibiotiques qui ont été beaucoup prescrits pour le chlamydia chez ces personnes et chez qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir beaucoup de mycoplasmes résistants aux macrolides. On va avoir parfois des entérobactéries sexuellement transmises, salmonelle, campylome, shigella, résistantes aux macrolides, qui ne sont pas des agents classiques de MST, je le reconnais. Ça, c'était la première question. Et en effet, en termes de traitement, entre hommes et femmes, finalement, le seul petit point d'achoppement, c'était l'histoire du chlamydia vaginal, où c'était vachement plus simple de donner la monodose d'azithro versus chez les hommes, où notamment au niveau du chlamydia anal, on est plutôt sur de la doxy. Mais les choses sont plutôt en train d'évoluer pour finalement
donner les mêmes traitements, quel que soit le sexe et le site anatomique pour les différentes IST. Charles, tu parlais de méningo Oui. sexuellement transmis, etc. Et à l'arrivée, j'ai remarqué que tu plaidais pour la vaccination méningo-C. Ce qui est une très bonne chose de façon générale, mais est-ce que ça veut dire que c'est le méningo-C qui est privilégié dans ce mode de transmission? Alors justement, pas forcément. Dans toutes ces infections urétrites, c'était plutôt les autres, les Y, les W, enfin les Japonais ont beaucoup publié. Dans les infections invasives chez les gays, États-Unis, Allemagne, c'est plutôt du méningo-C. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a très longtemps vacciné contre les méningo-C, les homos jusqu'à 29 ans, je crois. Et maintenant, donc c'est une préconisation de population générale de rattrapage jusqu'à 25 ans. Et après, l'autre débat, si on pousse un peu plus loin, c'est l'immunité croisée entre la vaccination méningo-B et l'infection à gonocoque. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas parlé puisque ce sont pour l'instant des travaux de recherche. Donc, voilà, j'insiste juste sur le méningo-C parce qu'on voit souvent des jeunes dans nos consultations qui ont moins de 25 ans et on s'aperçoit très souvent qu'ils ne sont pas protégés. Donc, je me dis c'est l'occasion de le faire. Oui, tu as parfaitement raison. Oui. Voilà. On a reçu également une autre question dans le chat, c'est comment traiter le MG en 2021 ? Oui, c'est une très bonne question pour laquelle on est très souvent sollicité. Donc, en effet, on rappelle encore une fois qu'on ne va traiter que les MG symptomatiques. La problématique, alors je crois qu'il y a quelques biologistes connectés qui nous faisaient plaisir, entre guillemets, en nous rendant des diagnostics syndromiques où on avait tous les mycoplasmes, tous les uréaplasmes et notamment les génitaliums. Donc, finalement, ça ne nous aide pas parce qu'on a besoin de savoir s'il y a du mycoplasme génitalium que chez des symptomatiques. Donc, si finalement on a une infection à mycoplasma génitalium symptomatique, ce n'est pas une urgence thérapeutique pour le coup. Et là, il faut rechercher la résistance aux macrolides, soit avec votre laboratoire, soit en passant par le CNR à Bordeaux, ce qui rallonge un peu le truc. Et après, le traitement, ça sera en fonction de la résistance. Maintenant, on fait des traitements séquentiels. C'est devenu très compliqué de traiter un génitalium. On va faire 1 semaine de doxycycline pour diminuer la charge bactérienne. On sait que seul, ça ne marchera pas. Et derrière, soit on mettra un macrolide à forte dose pendant quelques jours, soit de la moxifloxacine en l'absence de contre-indication. Donc, il faut vraiment évaluer la balance bénéfice-risque parce que vous voyez qu'on est sur des traitements longs à fort impact écologique quand on parle de moxifloxacine. Donc, c'est pour ça que j'avais mis avis spécialisé et ne traiter vraiment, encore une fois, que les symptomatiques. Bien, merci de votre réponse. À tes cours. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de notre session. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous deux. C'était parfait. Et merci. Très sympa. J'espère que ça